Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Bienvenue sous le Tiali, une émission mensuelle proposée par l'association ADOS, placée sous le signe de l'échange et des regards croisés. Bonjour à tous, c'est Bertrand, vous êtes sur Radio Méga dans une émission désormais mensuelle. Bienvenue sous le Tiali qui est réalisée par l'association ADOS. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, ADOS cela veut dire Ardèche, Drôme, Ourossogui, Sénégal et c'est une association valentinoise de solidarité internationale. Jusqu'au mois de mai, vous pouvez nous écouter tous les deuxièmes lundis du mois. On vous parle du Sénégal, mais aussi d'interculturalité, de solidarité, de voyage, d'ici et d'ailleurs. Vous commencez à nous connaître, mais je ne peux m'empêcher de dire un petit mot sur le titre de notre émission. Bienvenue sous le Tiali. Le Tiali au Sénégal, c'est un espace matérialisé par des poutres de bois recouvertes par un toit en branchage tressé ou en paille, et c'est là qu'on se repose, qu'on mange et qu'on échange. Pour cette 4e émission, nous avons choisi de parler musique, et plus précisément musique sénégalaise. Nous sommes partis d'un constat, on entend souvent parler de la musique africaine, comme s'il s'agissait d'un ensemble uniforme et homogène. Pourtant, le continent africain est marqué par une variété de styles, d'influences et d'instruments, et la musique africaine est bien loin de se limiter au seul son du djembé. Au sein même d'un pays comme le Sénégal, on retrouve une grande diversité de styles. C'est donc l'objectif de notre émission d'aujourd'hui que de vous faire découvrir la richesse musicale de ce pays et de comprendre quel rôle a la musique dans la société sénégalaise. Alors pour cela, je suis entouré d'un musicien, multi-instrumentiste, Christophe Bégaud. Bonjour Christophe. Bonjour. Nous retrouvons aussi Thérèse, qui est en service civique dans notre association, qui nous vient du Sénégal, et qui a elle aussi des choses à nous raconter et à nous conter. Bonjour Thérèse. Bonjour Bertrand. Et comme d'habitude, le gracieux duo composé de Jeanne et Anne. Bonjour mesdames. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ah bah dis donc, quand même. Alors même si nous avons décidé de nous concentrer sur le Sénégal, il n'en reste pas moins que notre sujet reste vaste. Il suffit pour s'en rendre compte de parcourir le pays pour voir comment l'utilisation et la pratique de la musique sont différentes et variées d'une région à l'autre. Alors ce qui semble commun à toutes peut-être, et c'est par cela qu'on va commencer, c'est le rôle de la musique et plus précisément du chant dans la transmission des histoires, et notamment des histoires des gens. Et ce rôle est de façon ancestrale détenu par des personnes que l'on appelle les griots. Alors Thérèse, je m'adresse à toi. Est-ce que tu peux déjà nous dire, qu'est-ce que tu peux nous dire des griots? Est-ce que leur origine est connue? Et puis du coup, comment se perpétue cette tradition aujourd'hui? Ok. Les griots, originellement, c'est à l'époque coloniale, avec les cantons, les chefs de canton, les chefs de village et tout. Donc, eux, ils étaient amenés à faire passer l'information dans le village ou en tout cas dans la contrée où ils se trouvent. Du coup, à chaque fois que le chef de village ou de canton avait besoin de faire passer un message, donc les griots se chargeaient de l'annoncer à la place publique. Et ça pouvait être des informations de bonheur ou comme des réunions de femmes que le roi a besoin de rencontrer le groupe de sages ou les vieux, mais aussi pour annoncer aussi des décès. Donc, et à chaque fois à chaque nouvelle qu'il annonce, avec le rythme et la mélodie qui l'accompagnaient. Donc, les habitants pouvaient reconnaître au son du tam-tam du griot le message qu'il voulait faire passer. Et la nature de la nouvelle, du coup?
de quelle nature allait Oui, être de quelle nature, le message, c'est ça. effectivement, oui, c'est ça. D'accord. Et ça a évolué comment aujourd'hui? On en est où des griots en fait? On en voit encore? Oui, on en voit, mais c'est plus le même. Ils font plus la même chose. Ce qu'on voit, enfin, les griots modernes, c'est des gens qui viennent à des cérémonies, qui tarissent des éloges, qui chantent pour soit la dame qui baptise son bébé, ou la mariée, ou les parents. Donc, eux, ils s'informent aussi sur la généalogie des gens. Du coup, ils peuvent aisément te parler de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, ce qu'il a fait. Et alors que eux non, ils n'étaient pas forcément à cette période, mais c'est un apprentissage qu'ils font et tout. Donc, actuellement, les jeunes griots ne sont pas dans les villages et ne sont pas seulement en train de faire passer, oui, annoncer des nouvelles ou pas, mais ils sont dans les cérémonies et la société sénégalaise les intègre plus ou moins. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc en fait, c'est pour ça qu'on voit souvent effectivement dans les mariages des griots, qui sont d'ailleurs, moi, j'ai remarqué, autant des femmes que des hommes. Bien sûr. Et qui viennent effectivement raconter l'histoire passée. Des aïeux. C'est ça. Ouais, ouais. Mais ça existait aussi avant, ça. Ils n'avaient pas que la fonction d'informer avant les griots aussi. Oui, sauf que là, c'est rémunéré. Alors qu'avant, ils le faisaient spontanément, quoi. Donc, et ils avaient... si tu veux, ils avaient une place, quoi. Le griot, tout le monde pouvait reconnaître. Ah oui, c'est lui qui annonce ci et ça. Mais là, actuellement, quand le griot, il vient à ta cérémonie pour chanter, que tu sois la personne responsable de la cérémonie ou invité, il attend que tu lui donnes des sous en retour. Donc là, c'est rémunéré, quoi, si je peux dire. Oui. Avant, ça devait l'être, mais autrement, quoi. Peut-être bien. En nature, j'imagine bien. En tout cas, avant, je sais qu'ils annonçaient des trucs. Mais pour autant, n'importe qui ne peut pas être griot quand même aujourd'hui. Non. On est griot par la naissance. C'est ça, d'accord. C'est une caste, ça fait partie d'une caste de... Les griots, c'est une caste, quoi. Ouais. C'est une caste, oui. Tout le monde ne peut pas être griot. Voilà, Soit nos aïeux l'étaient, ça s'est transmis. On est griot, en fait. On ne le devient pas. Et même les chanteurs, ils sont chanteurs, mais pas forcément griots, quoi. D'accord. Alors Christophe, je me tourne vers toi. Alors toi, tu n'es pas sénégalais. Par contre, tu t'es quand même intéressé de près à la culture musicale de ce pays. Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, et puis après, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, ta propre découverte de la musique sénégalaise. Donc, je me présente, Christophe Bégaud, je suis musicien. Voilà, je joue la musique depuis l'âge de 6 ans, en commençant par le piano et puis la guitare. Et puis après, j'ai découvert les percussions. Et ma rencontre avec le Sénégal, bon, déjà, c'est faite de par ma mère qui est née à Dakar, bon, d'origine antillaise, quoi. Mais voilà, donc j'ai voulu découvrir à l'âge de 20 ans le pays où était née ma mère, quoi. Et puis c'est un peu les racines africaines que j'ai voulu découvrir. Et puis donc je suis parti en 92 au Sénégal. Et c'est là où j'ai découvert la musique, la musique, quoi, africaine. Voilà. La musique africaine ou la musique la musique africaine. Après, moi, j'avais eu une première rencontre, un premier flash, c'est avec Salif Keita. C'était ma première rencontre, la première écoute de musique africaine. Et puis bon, sans plus, parce que j'écoutais plus de reggae que de musique africaine. Et quand je suis parti en 92 à Dakar, c'est là où vraiment j'ai entendu les sons africains, enfin voilà, les gammes, on n'entendait pas ça ici, quoi. Voilà, en 92, c'était pas encore, ça arrivait juste, quoi. D'accord, avec un style en particulier? C'est le mbalar. Ouais. Avec les premiers sons que j'ai entendus,
Donc là-bas, de partout, on entendait Youssou N'Dour avec un album qui s'appelle Jamil, il me semble, c'est ça. Voilà, et puis Baba Mal aussi, le Super Diamono. Enfin, voilà. Et du coup, le mbalar, comment on peut définir ce style qui est effectivement, on dirait, typiquement dakarois, quoi? Ben, je crois que le mbalar, c'est une fusion entre les musiques traditionnelles du Sénégal et même plus loin, je pense, enfin, de musique mandingue, mais et puis la musique moderne, quoi. Parce qu'ils ont adapté les mélodies et les rythmes avec des instruments, des pianos, des basses électriques, des guitares, en gardant quand même un aspect très percussif avec les instruments par contre typiques, c'est-à-dire le sabar, le ntama, après les instruments aussi, la kora, le ngoni, enfin le khalam, on appelle ça là-bas. Et c'est vraiment les années 90 qui ont fait émerger ce style-là? Je pense, oui, parce que après, je connais pas assez, mais c'est venu. Enfin, les musiciens sénégalais sont intéressés à la musique cubaine, mais après, ils ont intégré petit à petit les rythmes du Sénégal, quoi. D'accord. Et toi, Thérèse, c'est pareil, tu es dakaroise ou pas? Oui, je suis dakaroise. Donc tu as baigné aussi dans... Alors tu es plus jeune, mais tu as... Enfin, le mbalar, ça te parle aussi, je crois. Oui, ça me parlait beaucoup. C'est quoi, c'est une musique de fête aussi? Oui, si je dois comparer le mbalar aux autres sonorités, je dirais plutôt que il est plutôt cadencé et très rythmique. Le mbalar, c'est pas un instrument à cordes. C'est expliquer un peu peut-être. C'est une musique, en fait. C'est un style de musique. C'est un style de musique. Voilà. D'accord. Mélangé, enfin, avec beaucoup d'autres instruments qu'on utilise ailleurs en Afrique avec des similarités différentes, enfin, des formes différentes. Mais c'est la mélodie qui fait une différence, le son que ça a produit qui fait une différence avec les autres musiques africaines, même si on utilise les mêmes instruments. Le mbalar, il est plus... Il y a beaucoup de percussions peut-être Le mais il est mieux, plus c'est qu'on rythmique. écoute, je crois. Ouais. On va s'offrir plus une... cadencé, tout, voilà. On va s'offrir une petite Je crois que pause c'est la meilleure musicale. illustration. Voilà, avec Omar Penn, donc qui est un précurseur un petit peu peut-être, hein, qui était chanteur justement du Super Diamono de Dakar. Et ce titre Dia Diouf, donc qui signifie, Thérèse, en Wolof? Merci. D'accord, Ouais. c'est parti. L'équipe nationale,
Écoutez Radio Méga, bienvenue sous le Tiali, une émission aujourd'hui consacrée à la musique sénégalaise. On vient d'écouter Omar Pène, une petite réaction à ces rythmes enflammés. Ah bah, c'est toujours bon, et puis ça nous redonne, enfin moi ça me remet dans les souvenirs quand j'entends ça, quoi. Voilà. C'est très énergique en fait. Oui, et moi ça me fait sourire parce que ça fait longtemps que depuis que je suis là, j'ai pas entendu des sonorités pareilles, et voilà, ça m'a ramené un peu. Ah, très très bien. Bon, bah c'est bien, ça met du soleil dans le cœur de tout le monde, c'est très bien. Christophe et Thérèse, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu maintenant de la formation musicale au Sénégal, la formation à l'instrument notamment. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ok. Pour la formation des musiciens, je dirais que tout le monde ne se forme pas forcément dans une école ou dans un institut ou aux Beaux-Arts pour devenir chanteur. La plupart, les quelques rares qui ont les moyens, et qui ont déjà fait des études, parce que tout le monde ne peut pas être chanteur, dans la mesure où la chanson est plus ou moins assimilée à la caste des griots, ou reconnue, la société sénégalaise met la caste des griots et le chant ensemble. Du coup, tu n'es pas griot, tu veux chanter, c'est pas évident. Donc, du côté de la famille ou des proches, et donc voilà. Et encore moins si on a déjà commencé, on a fait des études et on est arrivé assez loin. Donc, les parents n'acceptent pas. Et du coup, ceux-là, ils viennent soit à l'extérieur, en Europe ou ailleurs pour les études, mais en même temps, ils font des formations en instruments ou en musique en général. Et eux, on peut dire que ils ont subi des formations en musique pour devenir musiciens. Par contre, la plupart, c'est le don. Ça vient tout seul. Et on chantonne en classe. Enfin, je reprends les témoignages de certains artistes musiciens. En classe, ils ne suivaient pas tout le temps. Ils passaient leur temps à chanter, à chantonner tout le temps. Et d'autres aussi, c'est par le biais des parents. Soit les parents sont griots, ou on accompagne maman tout le temps dans des cérémonies où elle cantonnait, où elle cantait, autant pour moi. Et donc, on apprend au fur et à mesure sur les pas de maman, quoi. Ouais. D'accord. Toi, Christophe, tu as pu apprendre de l'instrument dans ce pays, au Sénégal. Est-ce que tu peux
Enfin, moi, en fait, au Sénégal, c'est ma première rencontre, mais j'étais tellement subjugué, je crois, par le pays que j'ai plus écouté et que pratiqué. C'est après, à mon retour, que je me suis dit, ça m'intéresse d'apprendre la musique africaine. Et après, moi, j'ai commencé à apprendre le djembé. Le djembé, c'est une autre, c'est plus la Guinée et le Mali. Donc là, après, moi, j'ai pratiqué j'ai appris auprès de maîtres maliens et guinéens, quoi. Après, au niveau de l'apprentissage de la musique, comme disait Thérèse, il y a soit on fait partie d'une caste, mais le chant, le griot, c'est vraiment le chant. Après, tout ce qui est instrumental, après, il y a des instruments de griot, le ralam, c'est un instrument de griot, la kora aussi, le balafon. Les djembés, c'est plus un instrument, c'est plus les forgerons. Enfin, il y a les musiciens de caste. Par rapport à l'apprentissage, moi ce que j'en ai vécu, parce qu'après régulièrement, moi je pars en Afrique depuis les années 90, je pars tous les 3-4 ans là-bas pour apprendre. Et pour apprendre, moi ce que j'en ai vu, il n'y a pas d'école. Et le maître, c'est vraiment que ça soit les griots ou même hors caste, c'est vraiment l'enfant qui se met auprès du maître et qui va regarder, observer, et qui va, par sa persistance, pouvoir avoir accès à l'instrument, et puis pratiquer, aller dans les fêtes, auprès des plus grands, apprendre, quoi. Mais alors ça veut dire que par exemple, moi je veux apprendre la kora ou le balafon, je vais voir un maître et il va m'accepter comme élève. Comment ça se passe la rencontre? Alors nous en tant qu'occidentaux, on va là-bas, on paye la personne, ça se passe comme ça. Mais là-bas, l'enfant qui veut apprendre, il va aller dans la cour du maître, et puis il va regarder, il va peut-être avoir accès à ça. Et comme disait Thérèse, je crois que c'est le don. Le maître va donner la chance à un enfant. Et puis si l'enfant travaille, s'il a le don, il va continuer. De façon naturelle, en fait. De façon naturelle, quoi. Mais voilà, il y a plein... On peut être fils de griot et ne pas avoir le don, quoi. Voilà, et c'est vraiment l'apprentissage en Afrique, il est basé sur la persistance, quoi, sur vraiment il faut avoir le don et puis travailler énormément, quoi. Alors après, même si on paye là-bas, si tu veux partir apprendre le balafon ou la kora, le maître il va te passer. Il va pas t'apprendre, te dire oui, ça se passe comme ça. Il va faire devant toi. Il faut que tu arrives à accrocher et essayer de refaire ce que lui fait, quoi. Il va pas forcément changer sa méthode d'enseignement. Non. Ouais. Non. C'est vraiment basé sur l'oreille, sur le travail que tu vas fournir, quoi, après. Voilà. Les instruments, on les a passés un petit peu en revue. Alors, c'est pas des instruments qui sont typiquement sénégalais, je crois, hein, tout ce qui est kora, balafon. Après, ça vient. Il y a eu l'Empire mandingue. Après, on remonte ça au XIIIe siècle. Et l'Empire mandingue, ça comprenait le Sénégal aussi, quoi. Oui, complètement. Il y avait le Mali, la Guinée, une partie de la Gambie, Guinée-Bissau, le Sénégal, le Burkina Faso, une partie de la Côte d'Ivoire. Enfin, c'était un territoire énorme. Et quand même, le Sénégal, la kora, quand tu vas en Casamance, il y a des très grands joueurs de kora là-bas, le balafon aussi. Voilà. Et la flûte peul, alors, dans tout ça? Parce qu'en fait, Christophe Christophe joue, entre autres, de la flûte peul. Tu peux nous en parler un petit peu?
Ben, alors, on va parler des Peuls. Les Peuls, c'est une ethnie en fait qui est métisse. On pense, hein, on sait pas très bien, mais on pense que c'est les Noirs d'Égypte. C'est un métissage entre les Noirs d'Égypte et puis les Hébreux. Et en fait, ce peuple, qui est un peuple nomade, de pasteurs, quoi, nomade, a voyagé d'est en ouest de l'Afrique. Et jusqu'au Sénégal, quoi. Il y a des Peuls au Sénégal, enfin, il y en a... Dans la région de Matam, notamment. Ouais. Bon, après, moi, c'est vrai que voilà, je sais que il y en a au Mali, en Guinée, même presque au Cameroun aussi, il y en a, voilà, quoi. Et donc, par rapport à la flûte, on dit souvent, c'est la flûte Peul, quoi. Mais il y a deux flûtes. Il y a la flûte Peul, et il y a la flûte mandingue, quoi. Alors après, on ne sait pas qui... la flûte Peul est jouée par les Peuls à l'origine du Fouta Djallon. Et puis, la flûte mandingue est jouée par les Malinké sur la région plus Mali, Guinée, quoi. D'accord. En fait, on a très envie, je crois, d'écouter. Alors, on vous a réservé... un petit spectacle en direct live, puisqu'en fait Thérèse est aussi conteuse. C'est ça, hein, Thérèse? Oui. Donc elle va nous lire un conte de l'auteur sénégalais Souleymane Bodj, et c'est donc la flûte de Christophe ainsi qu'un autre instrument qu'on appelle une gourde, qui est en fait qui s'apparente un peu à une cruche en terre cuite avec un trou. Oui, alors son nom, on peut dire, c'est le oudou. Le oudou, et voilà. L'origine de ce nom, c'est le Nigeria. D'accord, voilà. D'accord. Et donc ces deux instruments vont illustrer le récit de Thérèse. Donc vous êtes prêts? C'est bon? Place aux artistes. Et puis nous, on ferme les yeux et on écoute. C'est parti. Les rires de Cœur Mour. Il y a longtemps, très longtemps, sur les bords du fleuve Sénégal, il y avait un village appelé Cœur Mour. Dans ce village, il y avait des enfants, et comme tous les enfants du monde, ils aimaient chanter, danser et surtout rire. Un soir, un homme arriva dans ce village et se présenta comme un griot musicien venu d'une contrée lointaine. Intrigués, les enfants firent un cercle autour de lui et lui dirent de quel instrument il jouait. Il sortit alors de son sac une percussion fabriquée en terre cuite que l'on appelait une gourde. Il commença à en jouer. La musique qui sortit de cette gourde était tellement belle, tellement envoûtante, que tous les enfants se mirent à chanter, à danser et à rire. Mais cet homme était un djinn, un mauvais esprit. Grâce à sa gourde magique, il passait de village en village et volait le rire des enfants. Son pouvoir résidait dans les rires des enfants enfermés dans son instrument. La fête dura toute la nuit, mais quand il eut fini de jouer, au petit matin,
tous les rires étaient enfermés dans la gourde. Il la rangea tranquillement dans son sac et disparut comme il était venu. Un calme angoissant régna dans le village. Des semaines et des semaines passèrent et les enfants ne riaient plus. Pas le moindre sourire ne venait éclairer leur visage. Les parents faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour les faire rire à nouveau. Des artistes et des comédiens vinrent donner des spectacles. Même Golo le singe du village fit le pitre avec son chapeau de plumes et ses lunettes noires. Rien n'y fit. Les enfants ne rirent pas. Les sages consultèrent les devins. Ils offrirent des chants et des danses sacrées aux ancêtres et à Mamkumba, la déesse du fleuve. Hélas, les enfants ne rirent toujours pas. Or, il y avait à Kermour-Debo une jeune fille qui ne sortait jamais de sa case. Elle n'avait jamais parlé. Depuis sa naissance, on disait qu'elle était envoûtée. Ses parents avaient tout tenté pour la sortir de son mutisme, mais personne n'avait réussi à la guérir. Un jour, elle traça sur le sol, au milieu de sa case, une figure géométrique compliquée qu'elle montra à ses parents. Très étonnés, les parents informèrent le chef du village, qui décida de réunir les plus grands savants de la contrée pour comprendre ce dessin et en déchiffrer le sens. Après de longues journées et de longues nuits, ils réussirent enfin à découvrir le message caché de cette figure. Pour retrouver le rire des enfants, il faut sacrifier une jeune fille au cœur pur à Koulibabou, le serpent du puits sacré. Lui seul est capable de récupérer la gourde qui enferme le rire des enfants. Ce fut la stupeur dans l'assemblée. Comment pouvait-on livrer une jeune fille à ce monstre qui possédait 7 têtes? Pendant des semaines et des semaines, les habitants essayèrent de trouver une solution à ce problème. Personne ne voulait prendre le risque de sacrifier une jeune fille. Mais un soir, pendant que ses parents dormaient, Debo partit discrètement au puits de Koulibabou. Elle marcha longtemps toute la nuit. Quand elle arriva enfin sur les lieux, elle entendit un sifflement strident qui la fit trembler de tous ses membres. C'était Koulibabou qui sortait du puits. D'une voix grave, le serpent s'adressa à Debo.
N'as-tu pas peur de venir ici toute seule? Que cherches-tu, jeune fille, à cette heure tardive de la nuit? Réponds-moi. Ne sais-tu pas parler? Débo restait figée devant le serpent. Comme toujours, elle ne prononçait aucun mot. Koulibabou fit le tour de la jeune fille 7 fois et lui dit: « Tu es courageuse. Tu es prête à te sacrifier pour les enfants, pour qu'ils retrouvent leur rire. Je vais t'aider. » Il retourna dans le puits et en sortit une petite et une grande gourde. Il ordonna à Débo de casser la petite gourde à l'entrée de son village et la grande au pied de l'arbre à palabres. Débo fit comme le monstre le lui avait demandé. Elle cassait la petite gourde et aussitôt sa parole fut libérée. Elle se mit à parler et à chanter. Ensuite, elle cassa la deuxième gourde au pied de l'arbre. À peine l'eut fait qu'y retentit un cri de douleur et l'on vit un tourbillon de feu disparaître dans le ciel. C'était le djinn qui venait de perdre son instrument. Le ciel retentit alors et tous les rires et des cris de joie des enfants enfermés dans la gourde. Une grande fête fut organisée en l'honneur de Débo qui parlait. Les enfants improvisèrent une chanson pour elle. Le village de Kermour, qui signifie maison de la chance en langue wolof, existe toujours. Il est situé dans les rives du fleuve Sénégal. Un village où les enfants ne rient pas est un village qui se meurt. Bravo. Ouais. Merci C'est un bon infiniment à tous les deux pour ce moment précieux. C'était très très agréable. Le temps passe malheureusement, donc on va assez vite passer aux actus avec Anne, qui va nous raconter un petit peu ce qui se passe au niveau d'Ados, et plus précisément tu voulais nous parler des valeurs de l'association, Anne. Ouais, Bertrand, tu sais, avant les actualités proprement dites, j'aime profiter de cette chronique pour distiller quelques informations sur l'association. Ados a des salariés à Matam et à Valence. Ça, vous le savez, comme nous l'espérons, vous avez déjà écouté nos précédentes émissions. Alors, très rapidement, au Sénégal, Ados ne fait pas de l'humanitaire. Ados accompagne des projets de développement et le point essentiel est que ces projets soient à l'initiative des hommes et des femmes qui composent la société sénégalaise. Et Ados est aussi présent en Droumardèche auprès de tous, de 7 à 77 ans, au travers d'animations et d'accompagnement de projets. Voici donc les valeurs qui fondent les actions de l'association. Avant tout, une connaissance réciproque ou prendre conscience des réalités de l'autre. Pour le programme hydraulique comme pour un échange de jeunes, c'est le b.a.-ba du démarrage du projet. Il est essentiel de comprendre les attentes du partenaire au Sénégal comme en France. Autre valeur, une mobilisation durable de tous les acteurs, c'est-à-dire garantir l'adhésion des partenaires de la conception à la mise en œuvre jusqu'à l'évaluation du projet afin d'assurer la pérennité des actions. Là aussi, c'est déterminant.
Un proverbe dit bien que l'on ne peut pas forcer un âne à boire, que l'âne soit du nord ou du sud. L'intention ne suffit pas, il est demandé un réel engagement. Également, un projet n'est possible que si une confiance et une co-responsabilité partagées sont présentes. Il est important de définir des objectifs communs à partir de des réalités différentes et de partager les réussites comme les échecs. On rentre là dans la vraie dimension du partenariat. Enfin, une relation égalitaire, il faut absolument dépasser la relation de donateur à bénéficiaire pour vivre l'idée d'un enrichissement réciproque. Il y a des événements qui arrivent, je crois, bientôt. Anne, tu nous en parles ? Oui, aujourd'hui, en fait, c'est 2 invitations que je souhaite adresser à nos auditeurs. Les jeunes d'Unicité sont revenus de Waoundé et ils vous invitent à assister à leur restitution le jeudi 5 juin au restaurant Un air de famille vers 20h. Et puis, je prends un peu d'avance. Je vous propose de réserver dès à présent votre soirée du lundi 23 juin pour l'Assemblée générale de l'association, mais aussi pour le débat qui suit traditionnellement nos AG. Cette année, le thème est le rôle des migrants dans le développement de leur pays d'origine. Voilà, puis je crois que tu veux aussi nous parler d'un événement plus particulier, un événement culturel. Oui, c'est un événement qui intéresse autant les Autrons-Mois que les Ardéchois, bien qu'il se situe à Valence. C'est un événement qui est bien loin de la musique et du Sénégal, mais qui est toujours en Afrique. Il s'agit d'une exposition de photos au Centre du patrimoine arménien de Valence, Rwanda, blessure d'image d'Alexis Cordès. Il ne vous reste que 2 petites semaines jusqu'au dimanche 25 mai pour la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous le 9 juin pour une prochaine chronique et une prochaine émission aussi, Bertrand. D'accord, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Radio Méga de pouvoir nous offrir des moments aussi précieux que celui que nous venons de vivre. Voilà, n'oubliez pas que toutes les infos concernant cette émission sont disponibles sur le site de Radio Méga ainsi que sur le site internet de l'association. On se quitte sur ce morceau du groupe Kalouo, donc qui est une des formations dans laquelle joue Christophe, que je remercie encore de nous avoir fait vivre ce moment-là. Merci à Thérèse Merci aussi. à vous, Merci. Et donc c'est un morceau du groupe Kalouo où il est encore question de flûte peul, parce qu'on ne s'en lasse pas. Voilà, à bientôt, Diorodiov. Ah, Christophe. Juste un petit mot, en fait, le groupe Kalouo joue le 17 mai à la médiathèque de Romans, Simone de Beauvoir, et puis le 21 juin aussi, il y a une grosse fête autour de la musique, enfin des Maliens, à la Maison pour tous du Petit Charan. D'accord. Voilà, ça c'est juin. une émission Voilà, une annonce qu'on pourra refaire dans notre émission du mois de juin du coup. Ah oui, surtout que Voilà. Petit Charan, c'est un moment du mini-code des étudiants maliens. Voilà, c'est ça. Ouais. Allez, merci à tous encore une Merci à fois. vous. À très bientôt.